Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi un des plus grands vignobles du monde, mais qui curieusement reste encore assez méconnu en France aujourd'hui. Et pourtant, ces grands vins se vendaient aux enchères dès le 19e siècle, au même prix que les meilleurs châteaux de Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon, de Freeride et de vignes en forme de cœur. Je vous emmène en Allemagne pour goûter les plus grands vins de la Moselle avec l'un de ses producteurs emblématiques, le domaine J.J. Prum et son Riesling Cabinet Graf Himmelreich en millésime 2016. C'est parti! Le vignoble de Moselle est situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, entre Trèves et Coblence, le long des méandres de la rivière. C'est aux Romains qu'on doit l'implantation de la vigne dans cette région, et les premières mentions du vin mosellan datent du IVe siècle dans les écrits du poète latin Ausone. La plupart des crus identifiés dans l'Antiquité sont devenus les grands crus d'aujourd'hui. Alors comment les Romains ont-ils fait pour choisir les meilleurs sites? Eh bien ils ont tout simplement observé les coteaux où la neige fondait en premier au printemps, et en ont déduit que c'étaient les sites les plus chauds, et donc les plus propices à la culture de la vigne. La viticulture sur les berges du Rhin et de la Moselle s'est développée tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle entre les mains de l'Église. D'où le nom spirituel de nombreux crus, comme celui d'aujourd'hui, Himmelreich, le royaume des cieux. Mais la Révolution française va tout changer. Les souverains d'Europe, effrayés à l'idée que ce bouleversement puisse mettre en péril leur propre royaume, se liguent contre la Première République française. Cette guerre, dite de la Première Coalition, se soldera par une victoire française entériné par le traité de Campo Formio en 1797, signé par un certain Napoléon Bonaparte. Alors pourquoi je vous parle de la Révolution? Parce que ce traité scelle l'annexion de toute la rive gauche du Rhin à la France et va entraîner une sécularisation des biens de l'Église. Autrement dit, la vente de toutes ses propriétés, dont les vignobles, à des acheteurs privés. À la chute de l'Empire, la rive gauche du Rhin redeviendra allemande, mais le paysage viticole aura été profondément modifié, permettant le développement des nombreux domaines qu'on connaît aujourd'hui, dont Joios Prum, créé dans le village de Grach en 1911. Le climat de la Moselle est continental, avec des étés chauds, mais des hivers longs et froids, et c'est la proximité de la rivière qui autorise la viticulture en adoucissant le climat. Elle permet aussi le développement du botrytis, un champignon qui contribue au caractère des vins liquoreux et dont on parlera plus en détail une autre fois. Ce climat rude convient très bien au Riesling et donne des vins au potentiel alcoolique peu élevé avec une acidité pure et aiguisée. Le vignoble de la Moselle est planté sur les coteaux d'ardoise souvent abrupts qui surplombent la rivière. Cette situation est essentielle car c'est l'inclinaison de la pente qui permet d'obtenir l'ensoleillement nécessaire au mûrissement des baies sous ce climat froid. Une inclinaison qui peut atteindre près de 70 degrés par endroit. Dans cette roche fracturée, les racines creusent en profondeur pour aller chercher de l'eau et des sels minéraux et la vigne réclame des soins particuliers. Cette topographie permet un mûrissement lent qui donne au vin un équilibre unique et une grande finesse aromatique avec une trame minérale caractéristique. Il faut se rendre compte de ce que ça représente 70 degrés. 70 degrés, ce sont les pentes les plus raides que prennent les freeriders, comme ici dans le massif du Mont Blanc. 70 degrés, c'est l'inclinaison de la Tour Eiffel. C'est vous dire à quel point travailler et vendanger des vignes pareilles relève de la prouesse et demande des techniques bien particulières. Sur ces coteaux très raides où l'espace est précieux, les vignes sont plantées en forte densité et conduites sur des échalas, c'est-à-dire que chaque cep a son propre tuteur. Le mode de taille est également unique à la Moselle, car il s'agit de plier les deux baguettes fruitières en forme de cœur. Non seulement c'est très photogénique, mais ça permet surtout de contrôler la vigueur de la plante et d'optimiser le rendement et la qualité. Vu la pente, les vignes ne sont pas palissées sur des fils de fer, et ça permet de faciliter le déplacement, notamment pour les vendanges, et les nombreux passages nécessaires à la récolte des raisins à différents stades de maturité. Le Riesling, c'est pour moi un cépage très spécial parmi les blancs car il possède une voix unique. Il est capable d'exprimer une large gamme de notes et d'exceller dans chacune de ses nuances. Et c'est la raison pour laquelle il est vendangé en plusieurs fois pour produire 2, 3, 4 ou même 5 vins du même cru avec les mêmes vignes, tous de grande qualité et pourtant tous très différents les uns des autres. En Moselle, cette richesse est traditionnellement exprimée par l'échelle Prédicat, qui catégorise les vins selon leur concentration en sucre à la vendange. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier niveau de cette échelle, le cabinet. Le Riesling, c'est un des plus grands cépages blancs, délicat, complexe et capable de produire avec autant de réussite des vins très secs comme des grands liquoreux. C'est un merveilleux instrument d'expression des grands terroirs dont il sait révéler la minéralité,
tout en gardant toujours ses arômes variétaux typiques. Dans le verre, cela se traduit par des notes subtiles de poire, de kiwi, de citron vert, avec une impression minérale saline en finale. Pour élaborer un cabinet, les raisins sont récoltés par tri successive, mais sans aucune surmaturité. Ce n'est donc pas un vin type vendange tardive. Étant donné les températures fraîches en Moselle à l'automne, les levures n'arrivent pas à finir la fermentation, ce qui produit peu d'alcool et laisse dans le vin un peu de sucre résiduel et une touche de gaz carbonique. Le domaine n'utilise pas de bois neuf pour garder la pureté du fruit, et les vins sont élevés 6 à 9 mois avant la mise en bouteille. Cette vinification traditionnelle produit un vin au bouquet fruité, où l'acidité équilibre la douceur et donne au cabinet son style aérien, avec un léger côté perlant en bouche. Comme les étiquettes allemandes ne sont pas toujours faciles à comprendre pour des non-germanophones, ce qui est mon cas, on va décortiquer celles-ci ensemble, à commencer par la mention de la région et du cépage. On trouve ensuite le nom du domaine, puis le nom du village et celui du cru, comme en Bourgogne, la mention Prädikatswein et la catégorie du vin, ici cabinet, et cette mention qui signifie mise en bouteille par le producteur. Enfin, le logo de la VDP, qui est un gage de qualité et qu'on retrouve seulement chez les domaines qui font partie de cette association de 200 grands producteurs allemands, dont j'ai l'honneur d'être un ambassadeur. J'ai parlé de la minéralité tout à l'heure, et c'est un sujet complexe, souvent mal compris, sur lequel je voudrais revenir, car c'est un élément essentiel des grands Riesling, et de celui-ci en particulier. Tout d'abord, les minéraux ne sont pas des molécules volatiles. Ils n'ont donc aucune odeur. Par contre, certains composés aromatiques peuvent être associés à des sels minéraux, comme dans le sel de table par exemple. Le sel en lui-même n'a aucun parfum, c'est l'iode qu'il contient qui le rend odorant. Et intuitivement, on associe cette odeur au goût salé. Par contre, si les minéraux n'ont pas de parfum, ils ont bien une saveur et une texture qui va contribuer au goût et à la sensation en bouche. Le caractère minéral le plus facile à déceler dans un vin, parce que c'est le plus intense, c'est le côté salin. On peut le déceler ici en fin de bouche. Et ce côté salin donne de la complexité au vin, en même temps qu'une impression de pureté qui signe un très grand terroir. Dans le monde du vin, la minéralité n'est décelable que dans des vins produits sur des sols vivants, où la plante peut assimiler et absorber les minéraux. C'est-à-dire des vignobles travaillés selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Et c'est pour cette raison que la minéralité est un marqueur de qualité recherché par tous les grands vignerons. La robe d'or pâle au reflet vert de ce cabinet 2016 dévoile un néo fruité très pur sur des notes de citron vert, de kiwi et de poire. Doté d'un alcool faible, il propose en bouche un côté perlant et une acidité aiguisée, équilibrant la pointe de sucre résiduelle et donnant au vin son toucher suave et aérien qui se termine par une finale délicatement saline. Je vous suggère de le servir autour de 14 degrés pour accompagner un saumon gravlax, une salade de mango crabe ou des sashimi. Et son côté vif, associé à un alcool peu élevé, en font un excellent choix pour un brunch. Bien qu'il soit capable de vieillir plus longtemps, je recommande de le savourer plutôt dans les 5-7 ans à venir, pendant qu'il est encore sur le fruit, et ce cabinet coûte environ 25 €. Créé en 1911, le domaine est aujourd'hui géré par Manfred Prüm et sa fille Katharina, et exploite 14 hectares de Riesling au cœur des meilleurs terroirs de la Moselle. Ce domaine phare de la région est aussi l'un des plus convoités au monde, puisque l'un de ses grands vins liquoreux, un Trockenbeerenauslese du Gracher Himmelreich en 2005, s'est vendu aux enchères à 10 000 € la bouteille. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à découvrir sans attendre les grands vins de Moselle. Car si l'on produit de très beaux Riesling ailleurs dans le monde et notamment en Alsace, cet équilibre à la fois délicat, vif et subtil est absolument unique au monde. Bonne dégustation à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.